Bien, eh bien, je suis Daniel Ray, le président de l'UCC Grand Est qui a été mise en place il y a quelques petites semaines pour être en conformité avec la nouvelle géographie territoriale. Et je vous remercie d'être là pour cette conférence qui va être animée par Maître Metz, Olivier Metz, qui est spécialisé notamment dans la question des marchés publics. Alors c'est vrai que dans un contexte économique qui n'est pas très simple pour les agences, il est pour nous important de s'appuyer sur des acteurs repères, solides, responsables, éthiques. Et ces acteurs, c'est vous, ce sont les responsables des marchés. Ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des responsables des marchés qui sont là aujourd'hui. Des marchés publics, je parle des cellules communication notamment, des marchés publics. Et puis les agences, un peu sous-représentées aujourd'hui, mais je rappellerai à mes pairs qu'il y a des sujets intéressants et qu'il est bon d'être présent. C'est un classique du genre, vous savez, dans les associations ou dans les syndicats, la mobilisation est un défi quotidien, quoi. Alors dans l'esprit d'offrir une performance optimale aux clients et prospects des agences membres, notamment de l'UCC, on avait édité un guide des bonnes pratiques pour une compétition réussie déjà il y a quelques années, et qui énonce de façon synthétique et non exhaustive des principes méthodologiques et déontologiques sur lesquels on va revenir, qui sont à respecter, et j'insiste, au bénéfice de toutes les parties prenantes, pas simplement au bénéfice des agences. Aujourd'hui, on n'est pas dans une posture, voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous, on n'est pas dans une posture revendicative à l'UCC Grand Est, on est plutôt dans une posture, et même pas plutôt assurément dans une posture de voire dans une volonté de co-construire quelque chose avec les responsables, les directeurs de com et les responsables des marchés, de façon à optimiser ce qui peut l'être, notamment du fait de la modification, de la suppression du code en tant que tel des marchés le 31 mars 2016, et qui ouvre beaucoup plus de possibilités. Alors nous, on insiste sur le caractère primordial du respect de ces principes, et bien évidemment dans ce qui n'est plus le cadre d'un code, puisqu'il n'y en a plus, mais d'une réglementation qui perdure. Et eh bien, moi, j'ai voulu relancer, parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'UCC, qui a 10 ans, c'est une question récurrente, les marchés publics. On avait déjà amorcé une réflexion avec justement la création d'un guide des bonnes pratiques, mais ça revient régulièrement et on a saisi l'opportunité justement de cette modification de la donne d'un point de vue réglementaire pour remobiliser, et j'insiste, une perspective de co-construction, de plus d'efficacité dans ce registre avec vous. Voilà. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, qui est peut-être une première étape à cette démarche de co-construction, c'est de formaliser ces bonnes pratiques partagées en matière d'appel d'offres, et puis mobiliser le plus grand nombre des acteurs. On devait être une trentaine, on n'est pas trop loin, donc c'est déjà un bon début, pour s'engager concrètement, et les agences et les collectivités, à faire vivre ces bonnes pratiques dans la durée. Et on sait d'expérience qu'il faut sans arrêt, là aussi, remettre l'ouvrage sur le métier. Alors je vais laisser la parole à Olivier Metz, qui va nous faire un exposé un peu formel, mais néanmoins intéressant. Et puis après, on en profitera pour du temps qui nous reste avant l'échéance de 10h30, je pense, 10h45, c'est une conférence de presse qui suit, donc je crois qu'on ait libéré les lieux. Voilà. Olivier. Merci. À vous. Ils sont là. Alors je prends le micro, non pas pour la salle, mais c'est bon ? Ouais. Donc je vais intervenir, c'est un peu fastidieux, c'est du droit, mais c'est vraiment pas inutile. L'idée, c'est de vous faire un panorama de l'actualité législative en droit de la commande publique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Vous expliquer plus particulièrement ce qui allait ou ce qui n'allait pas en matière de commande, en matière de communication publique, ce qui va et ce qui n'allait pas. Et ensuite, poser un support pour un débat à intervenir.
sur les perspectives ouvertes par la nouvelle réglementation applicable en achat public, et plus particulièrement dans le cadre de la communication publique, et notamment les perspectives ouvertes par la réforme de l'accord cadre, qui est une des mesures d'achat public les plus pratiquées dans le secteur de la communication. J'en ai discuté avec Monsieur le Président. C'est un des points qui intéresse le plus les professionnels du secteur. Donc voir quels sont les impacts à venir, parce qu'évidemment aujourd'hui tout n'est pas réglé. On a un droit, mais un droit qui n'est pas encore appliqué. On verra dans 2 ou 3 ans comment véritablement se posera la réglementation. Mais l'idée déjà est aujourd'hui de poser les bases juridiques et les bases à une discussion entre professionnels du secteur. Donc je commencerai mon intervention par les changements qui sont très importants. Il faut le savoir, aujourd'hui, tout le droit de l'achat public n'est pas un droit français, hein. Tout est d'application communautaire, donc c'est du droit de l'Union européenne. Donc véritablement, la base de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une directive communautaire, donc une directive de l'Union européenne de 2014, qui impose les États membres de l'Union européenne à réformer leur droit de l'achat public et qui a imposé de réformer en 2016 le droit de l'achat public. C'est la raison pour laquelle, en application de cette directive communautaire, 2 textes majeurs ont été publiés en droit français et sont aujourd'hui trouvent à s'appliquer. Donc ça, ce sont aujourd'hui les textes de base. On trouve en premier lieu une ordonnance en 2015. La date, c'est le 23 juillet 2015. C'est une ordonnance relative à l'achat public. Donc c'est le texte qui transpose en droit français les exigences communautaires en matière d'achat public. Ce texte a été précédé d'un rapport au président de la République qui nous dit aujourd'hui clairement que l'achat public en France aujourd'hui, en application encore une fois de ce que nous dit l'Union européenne, doit poursuivre 2 choses. La première, c'est une obligation qui est communautaire, c'est une idée de performance. L'achat public, ce n'est plus simplement mettre en concurrence 2 acteurs et prendre celui qui est le moins cher. L'idée aujourd'hui dans l'achat public, c'est d'en faire quelque chose de dynamique et que l'acheteur public doit avoir une idée autre que d'acheter au prix le moins cher. Il doit y avoir, et c'est ce qui sous-tend aujourd'hui en principe l'achat public, l'idée d'avoir une démarche efficace, technique, environnementale et sociétale. Ce sont des critères aujourd'hui qui doivent guider l'acheteur public dans sa démarche. Et il y a un second temps, ça ce sont des exigences nationales qui sont greffées sur l'évolution de la commande publique. C'est une volonté de faciliter l'activité des entreprises, ce qui n'allait pas de soi au départ. À la base, l'achat public, c'était simplement des textes qui régissaient l'activité des acheteurs. Aujourd'hui, il doit aussi y avoir une démarche de facilitation de l'activité des entreprises. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance de 2015 a tout simplement supprimé plus de 40% des textes qui encadraient l'achat public. Donc c'est véritablement une volonté au niveau national de laisser plus de marge de manœuvre à l'administration dans le cadre de ces achats, mais aussi faciliter l'activité des chefs d'entreprise, notamment lorsqu'elles ambitionnent de candidater à de l'achat public, parce que l'on sait que c'est assez fastidieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi en pratique, j'ai déjà eu nombre de dossiers où des personnes se font rejeter leur offre parce qu'il manque une pièce ou parce qu'elles ont uploadé et le fichier était trop lourd. Enfin bref, vous savez comment ça se passe au quotidien. Ça peut être vraiment paralysant pour les entreprises. Donc ça, ce sont vraiment les 2 ambitions. Mettre une démarche pour l'administration technique, environnementale, donc ne pas se contenter de l'idée d'acheter pas cher. Et pour les entreprises, faciliter au quotidien leur action, qu'elle soit moins entravée lorsqu'elle candidate à un marché public. Bien. Donc l'ordonnance de 2015, c'est aujourd'hui le texte de base. Et aujourd'hui, peu importe la taille, l'importance du marché, vous avez des principes communs qui trouvent toujours à s'appliquer. Alors c'est l'article 1er, le texte, je vous l'ai mis en référence dans la petite bibliographie indicative, qui nous dit qu'aujourd'hui, un marché public doit respecter le principe de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence à la candidature. Bien. Ceci signifie que peu importe la taille du marché, pèse sur l'administration, pèse sur l'acheteur, l'obligation d'assurer une égalité entre les différents candidats, peu importe la taille de la structure, et une transparence dans sa procédure, même si nous ne sommes pas dans des seuils qui nécessitent la publication d'appels d'offres à titre d'exemple. Bien. Autre point qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est un point qui est important pour les professionnels du secteur, mais aussi pour les acheteurs publics, c'est qu'au terme de l'article 4 de cette ordonnance, désormais les accords cadres sont des marchés publics. Ça, c'est une chose qui n'allait pas de soi, et tout simplement qui n'était pas le cas avant. Avant la réforme de 2015, un accord cadre n'était pas un marché public. Désormais, par souci de simplification, l'ordonnance nous dit que toutes les techniques d'achat public sont des marchés publics. Il en va ainsi de l'appel d'offres classique, évidemment, mais aussi des bons de commande et des accords cadres. Aujourd'hui, toutes ces techniques d'achat public sont soumises et régies par le même texte, c'est l'ordonnance de 2015. Bien. Est intervenu un texte second, c'est un décret du 25 mars 2016 qui est relatif aux marchés publics.
Donc il faut le savoir aujourd'hui, le contexte législatif est très simple. Quand quelqu'un vous dit ma commande, mon achat respecte le code des marchés publics, il se trompe pour une raison fort simple, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de code des marchés publics en France. C'est une chose que peu de gens savent, mais le code des marchés publics a été purement et simplement abrogé. Aujourd'hui, les deux textes qui régissent l'achat public en France sont l'ordonnance de 2015 et le décret de 2016. Et comme nous allons le voir, ces deux textes qui, encore une fois, trouvent à s'appliquer aussi bien aux marchés publics dits classiques qu'aux accords cadres, simplifient l'action de l'administration et, en principe, par la bande, une sorte de coup de ressac, doit aussi faciliter l'activité des entreprises. Bien. La philosophie de la réforme, j'y vais très rapidement, mais juste pour bien insister sur ce point, c'est aujourd'hui ce qui guide l'Union européenne, Bruxelles, mais aussi les États membres, c'est moins de textes, moins de rigidité dans l'achat public. L'idée est qu'on fait confiance au bon sens de l'acheteur et qu'on fait confiance à l'esprit de compétitivité des candidats, des futurs prestataires. Donc encore une fois, le corps de règles qui aujourd'hui encadre l'action de l'administration a substantiellement réduit, puisque plus de 40% des normes qui entravaient l'action de l'administration ont été supprimées. Bien. Il y a aussi donc sur ce point-là une volonté de sécurisation, on met moins de textes en opposition, il y a plus de marge de manœuvre. C'est vraiment ce point-là qu'il faut avoir à l'esprit. Bien. Aujourd'hui, toutes les techniques d'achat que vous connaissez sont rangées dans la catégorie des marchés publics. Alors, j'en ai discuté avec Monsieur le Président, ce qui vous intéresse assez particulièrement, notamment du point de vue des professionnels du secteur, c'est la technique dite de l'accord cadre. C'est une des techniques qui est la plus usitée. J'expliquerai ensuite pourquoi l'administration a recours, pour dire les choses plus clairement, a pratiquement l'obligation de recourir aux accords cadres dans le cadre du secteur de la communication. Mais aujourd'hui, cette technique de l'accord cadre a été profondément modifiée. L'accord cadre, il faut le savoir, c'est quelque chose qui n'était pas spécialement connu du point de vue de l'Union européenne. Sur ce point-là, c'est plus la France qui a influencé l'Union européenne que l'inverse. L'accord cadre, en France, désormais, intègre deux catégories. Il y a ce qu'on appelait l'accord cadre au sens strict, on y reviendra tout à l'heure, un marché de base et des marchés subséquents, mais aujourd'hui est rangé juridiquement dans la catégorie de l'accord cadre, ce qu'on appelait auparavant un marché à bon de commande. Voilà. Aujourd'hui, aussi bien les marchés à bon de commande que les accords cadres, auparavant au sens strict, sont des accords cadres et sont régis en partie par les mêmes textes. Bien. S'agissant cette fois-ci de ces techniques d'achat public dans le secteur de la communication. J'ai cité en bibliographie indicative un texte dont sans doute vous avez entendu parler. C'est un guide d'études des marchés de prestations et de communication. Ça fait au moins une centaine de pages. On peut difficilement faire plus exhaustif. Il faut le savoir, à Bercy, il y a une cellule qui s'appelle la DAGE, la Direction des Affaires Juridiques, qui est composée de gens hautement qualifiés. Ce sont des magistrats administratifs, auditeurs à la Cour des comptes, administrateurs civils, qui éditent des guides des bonnes pratiques en matière d'achat public. C'est aussi bien à destination des professionnels du secteur qu'évidemment des acheteurs publics. Et un guide a été édité spécialement pour attirer l'attention de l'acheteur public sur les spécificités du secteur de la communication. L'idée de dire aux acheteurs publics, et non pas aux membres du service de la communication de la collectivité, qui évidemment, par définition, est un peu plus sensibilisé à la culture de la communication, mais surtout aux membres des cellules de l'achat public, qui ont du mal à comprendre les impératifs du secteur. Et donc je vous invite, il suffit de taper sur Google groupe d'études de marché de prestations de communication, c'est un texte qui véritablement vous explique toutes les spécificités du secteur. Alors je suis désolé pour les professionnels, je vais quand même un petit peu intervenir là-dessus, donc je vais vous expliquer ce que vous faites, mais en termes juridiques, en tout cas je vous explique comment Bercy, donc la cellule des affaires juridiques, essaie de sensibiliser les collectivités, l'État, bref tous les acheteurs publics, sur ce qui fait la spécificité de votre métier. Et encore une fois, vous le verrez, ce n'est pas la même chose que de proposer une activité de prestation de communication à une collectivité que de vendre des travaux en matière de travaux publics ou que sais-je. Il y a vraiment une spécificité de votre secteur et c'est parfois cette difficulté-là qui peut causer difficulté. Bien. La première grosse difficulté, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est véritablement Bercy, la cellule des affaires juridiques, qui l'explique. Je reprends le texte et j'essaie de le simplifier parce que c'est du droit, encore une fois. Bercy nous explique que la difficulté dans votre matière vient d'un problème. C'est que dans les grosses collectivités, en principe, ça devrait fonctionner assez facilement, puisque lorsqu'une collectivité fait un achat, il y a le service de la communication et le service de l'achat public qui forment un binôme. Et donc ce binôme est sensibilisé pour le premier
à toute la culture de l'achat public et le second à la culture de la communication. La difficulté vient pour les collectivités plus petites ou tout simplement pour les collectivités qui n'ont pas le temps, où ce binôme n'a pas le temps de travailler ensemble en amont, de sorte qu'il n'y a qu'une seule des personnes qui intervient. Et par définition, une de ces deux personnes n'est pas sensibilisée soit au droit de l'achat public, soit à la spécificité de la communication publique. Bien. Et donc là, Bercy nous dit qu'il est véritablement important de prendre conscience que lorsqu'on achète une prestation de communication, on n'achète pas quelque chose d'identique à une construction, à la réalisation d'un équipement public à titre d'exemple. La difficulté de cette matière-là vient dans ce que l'administration a souvent du mal, a priori en amont, à complètement avoir conscience des besoins qu'elle aura en matière de communication. Bien. Et donc je vous dis ce qu'il y a écrit. La grande difficulté, c'est un problème de compréhension du besoin décrit dans le dossier de consultation. L'acheteur n'a pas toujours connaissance de ses besoins au moment où il sollicite une offre d'un prestataire privé. Bien. Et donc Bercy nous dit qu'à l'inverse, et c'est là toute la difficulté, les besoins des professionnels du secteur, les attentes sont complètement l'inverse de celles de l'administration. Et là, je vous cite encore une fois ce que nous dit la direction des affaires juridiques de Bercy. Elle nous dit « Le professionnel de la communication attend avant tout une seule chose. Il veut une définition claire, précise et détaillée du besoin en communication. Il veut une hiérarchisation des objectifs, une estimation des moyens qui peuvent y être alloués. Ils attendent des étapes et des critères de sélection en adéquation avec ces objectifs. » Bien. Et c'est évidemment ici le point d'achoppement, c'est que le professionnel veut savoir où il va et l'administration parfois attend surtout du professionnel qui lui explique où est-ce qu'il peut aller. Voilà. Et parfois les moyens qui sont prévus pour ce dossier-là ne sont pas en adéquation avec ce qu'on attend du professionnel. Toujours est-il qu'avant 2015, pour ce type de prestations qui étaient demandées aux professionnels du secteur de la communication, il y avait 3 techniques d'achat public. Alors, je sais que c'est un peu fastidieux, mais à mon sens, il est important d'y revenir. Quelles sont les trois façons d'acheter des prestations en matière de communication publique? Il y en a donc 3, je vous le dis clairement. C'est l'appel d'offres, très classique. Il y a ce qu'on appelait avant le marché à bon de commande, qui aujourd'hui est rangé dans la catégorie de l'accord cadre. Et il y a le 3e point sur lequel on va revenir, parce qu'il pose difficulté et qu'en pratique c'est le plus usité, c'est l'accord cadre stricto sensu, donc ce qu'on appelait avant l'accord cadre, et aujourd'hui l'accord cadre avec des marchés subséquents. L'appel d'offres, tout le monde le connaît, il suffit d'ouvrir les DNA, vous voyez, je veux construire une piscine, il me faut quelqu'un pour faire de la ferronnerie, il me faut quelqu'un, celui qui est le moins cher, c'est celui qui obtient le marché. Donc je vous donne la définition, un juriste aime bien les définitions. L'appel d'offres, c'est la procédure par laquelle l'acheteur choisit économiquement l'offre la plus avantageuse sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Donc c'est pas compliqué, l'administration vous dit je veux ça, celui qui m'offre la proposition la plus avantageuse, en pratique on ne va pas se leurrer, la moins chère, c'est celui qui l'exécutera. Bien. Il y a ensuite 2 types d'appels d'offres, là j'y reviendrai pas, l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint, ça permet de savoir et de mettre moins de monde en candidature, ça allège la procédure. Bien. La direction des affaires juridiques de Bercy, même les praticiens vous le disent assez clairement, l'appel d'offres, la technique de l'appel d'offres n'est pas très usitée en matière de communication publique. On y reviendra, c'est là qu'est tout le problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on fait un appel d'offres, l'administration doit, en amont, avoir une idée très précise de ce qu'elle attend et au moins une idée relativement précise du prix qu'elle estime coûter pour cette prestation-là. Et évidemment, en pratique, lorsqu'on attend d'un communicant qu'il vous propose ce qu'on pourrait faire pour dynamiser, valoriser l'image de la collectivité, eh bien, en matière d'appel d'offres, ici, l'administration ne peut pas être en amont assez précise. Je vous cite pour une dernière fois ce que nous dit la cellule de Bercy, et encore une fois, ce texte-là est fait pour attirer l'attention des acheteurs publics sur la spécificité du secteur de la communication. Donc je vous renvoie encore une fois à ce guide des bonnes pratiques qui est particulièrement bien fait. Et donc, Bercy nous dit ceci, les collectivités, évidemment l'administration centrale, doivent comprendre quel est le modèle économique des agences spécialisées ou généralistes en matière de communication. Là je cite, je n'invente rien. Les agences sont des entreprises de services qui vendent plus principalement de la prestation intellectuelle. De fait, l'élaboration de leur devis se fait le plus souvent en temps ou en hommes passés. Ce coût temps-homme correspond à 3 grands postes de travail, donc je vous les cite. Encore une fois, si Bercy prend le soin de communiquer là-dessus, c'est qu'a priori tout le monde n'en a pas conscience. Voilà. Donc quels sont les 3 grands postes de travail pour les professionnels du secteur? Il y a d'une part un temps de conseil, élaborer les stratégies, les plans d'action, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie en matière de communication.
Le deuxième temps est un temps de production, rédaction, création de contenu, production des outils. Et le troisième temps, qui est assez méconnu et qui n'est généralement pas valorisé financièrement dans le cadre de la commande publique, et qui pourtant est important, c'est le temps de la relation commerciale, c'est le temps passé avec le client pour le suivi des actions, y compris la gestion des prestataires, le suivi des budgets et des délais. Bien. Et donc, pour faire appel à ces professionnels du secteur, ils attendent, et c'est ce que nous dit la direction des affaires juridiques, que l'administration, au moment où elle sollicite de leur part des offres, l'administration, bon, c'est des mots que je ne connais pas trop, hein, moi l'anglo-saxon, mais bon, celui-là je le connais quand même. Bercy nous dit, les professionnels attendent de l'administration un brief. Un brief, c'est pour l'administration la clé de réussite d'un marché qui est passé dans le secteur de la communication. La clé de la réussite, je cite donc, réside dans la qualité de l'expression du besoin par l'administration, la définition des finalités de l'action, des objectifs, et enfin, ce qui pour les professionnels du secteur est manifestement important, c'est définir quels sont les publics cibles. C'est bien beau de vouloir faire une action de communication, mais les professionnels du secteur ont besoin de savoir vers qui on l'adresse. On ne peut pas faire une action généraliste, ça ne fonctionne pas. C'est en tout cas ce qu'explique Bercy aux acheteurs publics. Il faut véritablement, en amont, définir un public cible. Qui est-ce qu'on veut essayer d'impacter? Bien. Et le problème, c'est que l'appel d'offres est souvent inadapté à cette matière-là, parce qu'en cours de campagne publicitaire, on peut se rendre compte qu'on a manqué de cible ou qu'on en a atteint une autre. Et donc cela suscite et cela demande une évolution de l'action de communication publique. Et la difficulté de la technique de l'appel d'offres, c'est que c'est quelque chose de rigide. Vous avez tout déterminé en amont, vous avez payé quelqu'un pour faire une prestation. Si cette prestation doit être évoluée, vous ne pouvez plus le faire sur la base de l'appel d'offres. Il faut donc en refaire un, et évidemment ça c'est rigide, c'est long, c'est coûteux. Et c'est en plus, c'est pour ça que j'existe, susceptible de recours. Donc voilà la raison pour laquelle l'appel d'offres, nous dit Bercy, est une technique peu usitée, pour la raison fort simple, qu'on a un problème qui n'est même pas de la responsabilité de l'administration, qui est inhérent à la spécificité de la matière, c'est qu'il est pratiquement impossible pour une campagne de com' de savoir en amont exactement comment cela va se passer. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est le dialogue avec les différents prestataires qui va permettre de faire évoluer le besoin de l'administration. Bien. Dernière difficulté sur les appels d'offres, et là ce sont des choses qui à mon sens mériteraient d'être débattues parce qu'il s'agit moins de difficultés qui sont liées au droit que de culture, sans d'ailleurs jugement de valeur pour l'un ou pour l'autre. La dernière difficulté qui est encore une fois pointée par Bercy, hein, donc elle ne nous dit pas que c'est une illégalité, inversement elle nous dit que c'est une difficulté, c'est la culture de l'achat public de la part des collectivités en matière d'appel d'offres. Je me permets de vous le lire, on ne peut pas le mieux l'écrire. La priorité, nous dit Bercy, en matière d'appel d'offres devrait être la créativité et l'efficacité. C'est ce qui devrait être valorisé lorsqu'on choisit un professionnel pour mener une action de communication. On attend quelqu'un de pro, de créatif et d'efficace. Mais, et voilà ce que nous dit Bercy, assez naturellement, et d'ailleurs heureusement j'ai envie de dire, puisque ce qui permet d'avoir une gestion saine de la part des collectivités, malheureusement et pratiquement inévitablement, l'administration aussi bien centrale que les collectivités tombent, je cite, hein, dans une espèce d'écueil, mais qui à mon sens est assez inévitable, elle tombe dans l'obsession du quantifiable, la surpondération du critère du prix en particulier. Je continue de citer. La peur des recours entraîne une tentation de rationalisation des critères aux résultats assez arbitraires, alors que par définition, le travail en matière de communication est subjectif. La difficulté, encore une fois, vient de ce que les collectivités et les administrations centrales utilisent des critères les plus précis possibles et des termes qui ne sont pas habitués au métier, tout simplement pour choisir l'offre qui est la moins chère, parce qu'en principe, quand vous choisissez l'offre la moins onéreuse, vous vous exposez moins à des recours. Bien. Donc ça, c'est une culture de l'administration qui, à mon sens, est complètement logique, parce que moi, quand je suis saisi par des entreprises, c'est en principe quand l'administration ne choisit pas l'offre la moins forte, la moins chère, alors qu'en pratique, ce n'est pas l'offre la moins chère qui a le marché, c'est l'offre la mieux disante. Mais en pratique, et les professionnels du secteur le savent, en général, quand on ne retient pas l'entreprise qui propose le prix le plus bas, les entreprises concurrentes ne sont pas très satisfaites, se demandent ce qui se passe et se disent bon, dans le doute, je fais un référé précontractuel. On ne sait jamais, ça peut passer. Et donc ça, pour éviter ça, les administrations, eh bien, elles se disent je prends le moins cher. Et donc c'est Bercy qui nous le dit, cette logique-là d'achat public n'est pas adaptée au secteur de la communication où il y a une part de subjectivité. Et c'est à mon sens un point qui devra être débattu tout à l'heure, c'est précisément essayer de faire admettre par les deux parties
d'un côté un peu arbitraire qu'il peut y avoir dans cette dimension subjective, c'est-à-dire que je choisis quelqu'un qui me fait une prestation avec laquelle j'ai une sorte de feeling, alors même que les standards de la commande publique, en principe, conduisent à mettre de côté cette dimension subjective et personnelle. Mais à mon sens, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la cellule de l'achat public, cette dimension subjective et personnelle est complètement inhérente à la matière de la communication. On peut être sensible ou non à un projet de com. Voilà. Alors que lorsqu'il s'agit de faire du BTP et de construire un mur, je ne suis pas sensible à la dimension artistique, si vous voulez, du travail, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, des personnes qui sont en train d'ériger ce mur. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui, à mon sens, pourra être débattue tout à l'heure. J'accélère un petit peu, il me reste du temps, hein, Monsieur le Président. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que je n'ai pas du tout fini. C'était vraiment de la politesse. Voilà pour l'appel d'offres, encore une fois, technique assez peu usitée. Nous allons venir maintenant aux deux techniques qui étaient évidemment les plus mises en œuvre avant la réforme et qui le seront en tout état de cause après la réforme. C'est d'une part le bon de commande, mais je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, ce n'est pas la démarche qu'il convient de privilégier en matière de communication, de première part, et de seconde part, ce qu'on appelle l'accord cadre stricto sensu, avant qu'il soit englobé dans une catégorie plus globale dite de l'accord cadre plus du bon de commande. Le bon de commande, vous savez ce que c'est. L'administration passe un marché, et sur la base de ce marché de base, on prend ensuite des bons de commande sans mise en concurrence. Ça, je pense que vous savez tout ce que c'est. Lorsque vous êtes avocat, par exemple, je parle de ce que je connais, vous faites un marché public avec une collectivité, par exemple en matière de permis de construire. La collectivité vous dit, en général, j'ai entre 10 et 20 permis de construire qui sont attaqués par an. Vous faites un marché, vous me donnez un prix fixe, 1000, 2000, 3000 euros le recours, et à chaque fois que j'ai un permis, je vous passe un bon de commande. Boum, boum, boum. Voilà, c'est ça le bon de commande. Vous passez à un marché, vous candidatez sur un prix fixe pour la prestation. Dès que l'administration en a le besoin, elle vous passe un bon de commande. Voilà, c'est clair, c'est propre. Bon. Ça se passe en matière de prestations juridiques, ça se passe aussi souvent, et ce n'est pas du tout votre domaine, c'est par exemple avec les agences de voyage. J'ai un élu qui veut voyager, j'ai un agent qui doit participer à une formation, je vais lui acheter des billets de train, j'ai passé un marché à bon de commande avec une agence de voyage, je lui dis je veux un billet de train, boum, je passe un bon de commande, et c'est comme ça que ça se passe. Bien. Le marché à bon de commande a ceci d'avantageux pour les prestataires, c'est que dans le marché à bon de commande, il y a un minimum d'achats qui sont prévus. C'est-à-dire que c'est à l'administration, avant de passer son marché, d'estimer un besoin minimum de prestations sur la base de ce bon de commande. L'avantage pour l'entreprise qui obtient le marché, c'est qu'il y a une dimension sécurisante. C'est-à-dire que si l'administration, pendant la période du marché, n'atteint pas le minimum de bons de commande qu'elle s'est engagée à passer, il y a indemnisation de la personne qui s'est vue attribuer le marché. C'est évidemment la raison pour laquelle, dans un secteur aussi subjectif, encore une fois, parce que c'est le maître mot, que la communication, le bon de commande est assez peu usité, pour la raison très simple qu'on n'a pas toujours conscience, lorsqu'on passe le marché, du minimum et évidemment du maximum de prestations qu'on va demander à l'entreprise qui s'est vue attribuer le marché. Mais encore une fois, pour les professionnels, il y a cette dimension sécurisante du marché à bon de commande, c'est qu'on sait le minimum de prestations pour lesquelles on sera payé. Et ça, c'est vraiment pas inutile. Après, il peut y avoir évidemment des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un petit peu plus que le minimum. Mais encore une fois, pour cette raison qui fait qu'on n'a pas conscience du besoin de prestations en amont, le marché de bon de commande est assez peu utilisé. On en arrive donc, à mon sens, au point principal qui justifie en partie ma présence ici, c'est la question de l'accord cadre. Comment ça marche? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Comment les textes, l'ordonnance de 2015, le décret de 2016, vous donnent à vous, acteurs du secteur, les possibilités de faire quelque chose de plus vertueux avec l'accord cadre. Donc plus vertueux, ça ne veut pas dire que ça ne l'était pas avant, ça veut juste simplement dire que ça peut l'être plus. Bien. Donc l'accord cadre, une petite définition, je vous rassure, c'est la dernière, c'est une convention qui permet à un acheteur public de présélectionner, après une mise en concurrence, un ou plusieurs opérateurs économiques pour satisfaire des besoins prévisibles mais indéterminés. Ça, c'est une définition qui est magnifique, je trouve. C'est prévisible mais indéterminé. Tout cela dans la même phrase. En clair, on sait qu'on aimerait quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Eh bien, quand on ne sait pas quoi faire, on fait un accord cadre. Ça, c'était le problème avant. Je vais vous expliquer ensuite que lorsqu'on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, le mieux, c'est de ne pas faire un accord cadre. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a une sorte de menace, une chape de plomb désormais qui pèse sur l'administration. C'est évidemment celle qui sensibilise le plus les élus et les acteurs. C'est l'argent. Bien. Donc, on passe un accord cadre lorsqu'on pressent qu'on veut quelque chose, mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Bien. On présélectionne donc des professionnels du secteur
et on fait appel à eux dès qu'il y a survenance d'un besoin. Et si plusieurs professionnels ont été sélectionnés, il y a, pour chaque marché subséquent à l'accord cadre, une mise en concurrence qui est organisée par l'administration. La cellule de Bercy, je vous ai menti tout à l'heure en disant que je ne la citerai plus puisque je la recite encore, nous dit que c'est la technique d'achat la plus efficace pour l'administration lorsqu'il y a des achats qui sont répétitifs et récurrents. C'est une technique qui permet d'alléger la charge du service commande publique, puisqu'il n'y a pas obligation de faire un appel d'offres à chaque fois qu'il y a un besoin. Cette phase de publicité et de mise en concurrence, vous l'avez faite en amont, lorsque vous avez présélectionné des professionnels, et c'est beaucoup plus léger lorsque vous faites un bon de commande, un marché subséquent. C'est évidemment encore plus rapide lorsque vous ne sélectionnez qu'une seule personne, ce qui est autorisé par les textes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça je vous le dis juste, il y a deux possibilités lorsque vous faites un accord cadre ouvert ou un accord cadre fermé. Si vous faites un accord cadre fermé, vous ne choisissez qu'une seule entreprise. Et donc lorsque vous faites un marché subséquent, vous ne demandez une offre qu'à cette entreprise. Il n'y a donc même pas obligation de publicité ni de mise en concurrence. L'avantage aussi, c'est qu'un tiers, notamment un professionnel concurrent du secteur, n'a pas juridiquement intérêt à contester. Voilà. Donc c'est quelque chose de très rapide. En revanche, si vous avez sélectionné plusieurs professionnels, ce qui est évidemment à recommander puisqu'il y a une mise en concurrence entre eux, là vous avez une démarche de mise en concurrence à faire entre eux, mais qui est beaucoup plus allégée que si vous faisiez recours à un appel d'offres lambda. Donc ça, c'est vraiment l'avantage pour l'administration, c'est que c'est une démarche beaucoup plus rapide et plus sécurisée aussi juridiquement, il faut bien le dire, qu'un appel d'offres classique. Bien. La philosophie de l'accord cadre, et ça ce sont dans les textes aujourd'hui, je vous le lis, voilà pourquoi l'accord cadre aujourd'hui a été créé, mais aussi pourquoi avant il l'avait été, c'est qu'il repose sur la possibilité d'ajuster la réponse aux besoins à la mesure de l'apparition de ceux-ci. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin qui arrive, vous faites un marché subséquent et c'est aux professionnels du secteur de s'adapter selon les besoins qui se sont manifestés. Bien. Ce recours à l'accord cadre, et j'en finis pour cette citation, cette fois c'est promis, je cite, permet de réduire les coûts de procédure et offre la possibilité pour les acheteurs ayant besoin d'une visibilité à long terme de planifier leur marché et de connaître à l'avance les caractéristiques principales de l'état de l'offre. Il permet notamment d'acheter au meilleur prix des prestations dont les prix sont volatiles. C'est la raison pour laquelle l'accord cadre est utilisé en matière de communication, mais aussi de nouvelles technologies. Vous avez un prix qui est fortement évolué, à la hausse comme à la baisse. Plutôt que d'être pieds et poings liés par un marché à bon de commande, puisque vous achetez toujours au même prix, vous faites un accord cadre, et ensuite, dans le cadre des marchés subséquents, vous mettez en concurrence les professionnels du secteur. Et évidemment, avec la technologie, vu que les coûts ont tendance à évoluer à la baisse, dans chaque marché subséquent, l'offre qui est proposée à l'administration est moins chère, puisque les opérateurs sont en concurrence. Évidemment, ceci risque de moins arriver si vous optez pour un accord cadre avec un seul prestataire. Là, il est en position de force, d'où l'intérêt, évidemment, de choisir plusieurs prestataires et de les mettre en concurrence. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, l'accord cadre est utilisé en matière de nouvelles technologies où les prix peuvent évoluer. Bien. La difficulté des accords cadres, à la base, c'est que c'est une technique d'achat public qui a été faite uniquement par et pour l'administration. L'idée n'était pas, et c'est ce qui guide aujourd'hui la réforme de l'achat public, de favoriser et d'alléger la vie de l'entreprise. L'idée était de véritablement faire une formule clé en main qui soit 100% favorable. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle était 100% défavorable aux professionnels, mais qui réponde en tout cas 100% aux attentes de l'administration. Je choisis plusieurs professionnels, et à chaque fois que j'ai un besoin qui survient, je les mets en concurrence et j'obtiens la meilleure offre. Sachant que la mise en concurrence est allégée, c'est encore plus facile pour les services de l'achat public. Bien. Il y a cependant eu deux grosses difficultés pour les professionnels en la matière. La première, c'est l'impression, et qui apparaît d'ailleurs dans les documents officiels de l'administration, c'est qu'il y a eu un dévoiement de la technique de l'accord cadre, c'est que l'administration, en vérité, par administration j'entends évidemment administration centrale et collectivités territoriales, EPCI aussi, l'administration a eu tendance à considérer l'accord cadre comme une sorte de référencement. Même si je n'ai pas véritablement un besoin au moment précis où je passe l'accord cadre, je référence 5-6 entreprises, et si jamais dans 1, 2 ans ou 3 ans j'ai besoin de quelque chose, je fais appel à eux. Bien. Quelque chose de tout à fait légitime du point de vue de l'administration, puisqu'au jour où j'aurai un besoin,
vu que c'est qu'un simple marché subséquent qui sera passé, c'est beaucoup plus rapide. Et donc si j'ai un besoin soudain qui apparaît, boum, je fais un marché subséquent. Donc pour l'administration, évidemment, c'est une formule gagnant-gagnant. Je me sécurise 3 ans avant, dès que j'ai un besoin, boum, je passe à un marché subséquent. La difficulté, on l'aura tous deviné d'où elle vient, c'est un problème de prévisibilité et de sécurité financière pour les entreprises. Bien souvent, lorsqu'on passe un marché, on sait qu'il y a de l'argent qui va tomber. C'est le cas pour le BTP, j'ai eu un marché public, je sais que je vais réaliser quelque chose, je serai payé une fois que ça sera construit. Bien. Lorsque vous obtenez un accord cadre, en vérité, vous obtenez la satisfaction d'avoir été sélectionné, mais vous n'avez aucune garantie juridique, financière, sur le fait qu'un jour l'administration ait des besoins. Vous savez simplement, et c'est parfois l'interprétation désagréable, et on y reviendra parce qu'en principe ça ne sera plus le cas, l'impression, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la fiche de Bercy sur l'accord cadre, c'est l'impression d'avoir simplement une sorte de fichier, non pas un fichier client, mais un fichier prestataire si jamais un besoin de prestation se fait sentir. Bien. D'où la tentation, et c'est là qu'on va arriver sur le dernier point, d'où la tentation parfois pour des professionnels de demander une indemnisation auprès de l'administration. Vous avez fait appel à mes services, on a passé un accord cadre, pendant 4 ans je constate que vous n'avez fait appel à moi aucune fois. D'ailleurs vous n'avez fait appel à personne, pendant 4 ans vous n'avez fait aucune proposition de marché subséquent. Ce qui veut bien dire qu'en vérité, au moment où vous avez passé l'accord cadre, vous n'aviez aucune idée de ce que pourrait être votre besoin à ce moment-là. Vous êtes simplement dit, par une sorte d'effet d'aubaine, si jamais j'ai un besoin urgent qui arrive, eh bien, j'aurai déjà mon petit pool de professionnels, je fais appel à eux, et boum, je passe à un marché. Bien. Là, il faut distinguer 2 choses. Lorsque vous passez un accord cadre fermé, c'est-à-dire avec un seul candidat, il n'est pas inenvisageable pour ce candidat d'obtenir indemnisation dans une telle hypothèse. C'est-à-dire que si l'administration a passé un accord cadre et qu'elle ne fait jamais appel à lui, il est possible de faire un recours indemnitaire en disant « c'est un accord cadre fermé, vous ne m'avez jamais fait bosser, je demande de l'argent ». En revanche, et que les choses soient très claires, si c'est un accord cadre ouvert, c'est-à-dire que s'il y a 2, 3, 4 entreprises qui ont été présélectionnées, il est en pratique, ça je vous le dis, impossible d'obtenir de l'argent, pour la raison fort simple que vous n'avez pas la possibilité de prouver votre préjudice. En effet, si l'administration retient 3 prestataires possibles, vous ne pouvez pas prouver qu'à chaque fois vous auriez été celui qui fasse la proposition qui soit retenue. Donc vous n'avez aucune chance de prouver que vous auriez eu le marché, donc vous n'avez aucune chance de prouver que vous avez perdu de l'argent. C'est la raison pour laquelle, et c'est une des idées de la réforme, hein, ça apparaît véritablement dans les textes qui vous expliquent la réforme, l'idée est de contraindre l'administration en amont, non pas à savoir avec précision combien de fois elle fera appel, combien de fois elle formulera des marchés subséquents, mais d'avoir véritablement en amont et de se poser en amont la question du est-ce que je fais un accord cadre ou pas, et si je le fais, pourquoi. Et ces questions-là aujourd'hui doivent être posées. C'est une des philosophies qui anime la réforme de l'achat public. Bien. On en vient aujourd'hui au texte applicable. J'accélère. Hein. 10 minutes, vous me laissez 10 minutes 5 5, ça sera un peu plus peut-être. Voilà. Et les 2 autres, je ne les aurais pas vus passer. Alors, aujourd'hui, quels sont les textes? Les textes qui ont été adoptés partent d'un principe un constat critique, c'est qu'il n'y a pas, désolé je déteste les expressions anglo-saxonnes et vous allez comprendre mon anglais, il n'y avait pas en France ce qu'on appelle du benchmarking, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est dans les textes. Le benchmarking, ça veut dire confronter, faire des confrontations, il n'y avait aucune obligation juridique imposant aux collectivités la confrontation des différents modes de gestion alternatifs des services publics. Aujourd'hui, avec le décret de 2016 et l'ordonnance de 2015, pèsent sur l'administration 2 obligations. D'une part, en amont, lorsqu'elle veut faire une activité, se poser la question suivante, qui à mon sens est fondamentale. Est-ce que je le fais moi ou est-ce que je le fais faire? Ça, c'est une première interrogation, une obligation de réflexion qui pèse sur la part de l'administration. C'est l'article 4 du décret de 2016, qui est intégré dans un chapitre qui s'appelle « Études et échanges préalables ». L'administration doit se poser la question suivante. Est-ce que je peux mieux le faire que le privé? Je dois y réfléchir, je fais une étude au sein de mes services. Si je considère que oui, eh bien je le fais. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune mise en concurrence qui se fait, ce sont mes services auxquels j'ai entièrement confiance qu'ils le font. Ou bien je fais appel au secteur privé, et dans ce cas-là, il y a une autre réflexion, une autre obligation de réflexion qui pèse sur l'administration, c'est que je dois, en amont, définir quels sont mes besoins. Je ne peux pas lancer une bouteille à la mer, faites-moi une offre, et essayer de m'expliquer mes besoins. Je dois, moi, en amont, très clairement me formuler en interne mes besoins
et ensuite trouver la mesure d'achat public la plus efficace pour ce besoin. Donc je finirai là-dessus en voyant aujourd'hui quelles sont ces deux étapes qui, encore une fois, sont des obligations qui, à mon sens, peuvent même être contestées lorsque l'administration fait un choix, c'est-à-dire qu'on peut lui reprocher juridiquement de ne pas s'être posé ces deux questions qui, encore une fois, sont aujourd'hui fondamentales. Est-ce que je le fais in-house dans la maison, en interne, ou est-ce que je demande à un professionnel du secteur privé ou du secteur public, on le verra, de le faire? Je vais assez rapidement sur ce point, mais encore une fois, il faut que vous en ayez entendu parler. Il y a deux possibilités lorsqu'une collectivité, un EPCI ou une administration centrale a un besoin, de réaliser ce besoin. Il y a ce qu'on appelle en droit administratif classique la régie. Je le fais en interne. Voilà. La régie, c'est par exemple, j'ai un service espace vert, je demande à ce service espace vert de le faire. J'ai un service com, je veux faire de la com, je demande à mon service de communication de le faire. Évidemment, pour une procédure de ce type, aucune obligation de mise en concurrence n'est nécessaire, puisque je ne mets personne en concurrence, je fais simplement appel à mes services. Bon, là, ce sont des choses, je ne vous apprends rien, il n'y a rien de plus classique. Il y a cependant aujourd'hui un autre type de possibilités qui est accordé par le décret et qui n'existait pas auparavant. Ce sont ce qu'on appelle, et je cite, les relations horizontales entre collectivités. Donc c'est ce qui s'appelle la coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Je suis une collectivité, j'ai des satellites, notamment un établissement public de coopération intercommunale, grosso modo une ville et une communauté de communes, une ville et une communauté d'agglos. Moi, communauté d'agglos, je vais proposer mes services à la commune pour réaliser une prestation. Eh bien, c'est ce que désormais le décret de 2016 appelle la coopération horizontale entre pouvoirs adjudicateurs. Eh bien, cette offre, ce contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat qui sera conclu, n'est pas soumis à mise en concurrence préalable. Il y a donc aujourd'hui possibilité pour une collectivité, bon, il y a encore des difficultés pour savoir comment on va le mettre en œuvre, hein, mais il y a véritablement aujourd'hui possibilité de coopération horizontale qui sont soustraites aux obligations de mise en concurrence. Et j'en finirai là-dessus sur ce point, ça peut aller tellement loin que se crée, et c'est évidemment l'objectif du gouvernement, se crée une espèce de culture d'entreprise au sein de l'administration qui commence à satisfaire des besoins d'une autre administration, et donc qui évidemment a des obligations de résultat, se dit mais ma foi, je le fais bien, pourquoi j'irai pas encore plus loin et je concurrencerai plus radicalement encore les opérateurs privés. Donc sachez juste que ça existe, j'ai aucune idée si ça existe dans le secteur de la communication, peut-être que vous allez pouvoir en débattre, mais il y a aujourd'hui une nouvelle tendance qui existe quand même depuis quelques années, c'est carrément la candidature de collectivités territoriales ou de leur démembrement à des marchés publics. C'est-à-dire qu'une collectivité acquiert un savoir-faire dans des matières et elle considère qu'elle a un tel savoir-faire qu'elle est en mesure, économiquement et en termes d'efficacité, de concurrencer les acteurs privés. Et donc il y a aujourd'hui, et le Conseil d'État l'a très clairement tranché il y a 2 ans, il a accordé cette possibilité sous certaines réserves à des collectivités territoriales et leurs démembrements de candidater à des marchés publics. Donc ça, c'est la première question que doit se poser l'administration en amont. Est-ce que je le fais en interne, grâce à mes agents tout simplement, ou est-ce que je fais faire? Est-ce que je fais faire parce que je veux avoir une idée extérieure à celle de mes agents, ou parce que tout simplement je n'ai pas un effectif suffisant pour mener une tâche de communication d'une ampleur très importante. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai indiqué, c'est en principe la technique de l'accord cadre qui doit être utilisée, et c'est là-dessus que je vais finir, c'est que le décret de 2016, je vous l'ai dit, n'a pas été uniquement pris pour satisfaire aux intérêts de l'administration, il a été aussi fait pour alléger les entreprises, mais aussi pour faire peser sur l'administration une obligation d'efficacité et de formulation de ses besoins. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance de 2015 nous dit à son article 30 « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant le lancement de la consultation. » Il y a désormais pour l'administration une obligation, évidemment pas de quantifier avec une précision incroyable quels seront ses besoins, notamment en matière de communication, mais il n'empêche que pèse sur elle, sur le fondement de l'article 30, une obligation de fixer la nature et l'étendue de ses besoins. Bien. Le décret de 2016, c'est les articles 78 et suivants qui sont relatifs aux accords cadres, confirment cette position-là. L'article 78, et ça je dois le citer, dit en effet ceci: les acheteurs ne peuvent pas recourir aux accords cadres de manière abusive, ils ne peuvent pas recourir aux accords cadres pour empêcher ou restreindre la libre concurrence. Cela veut dire clairement qu'il y a une volonté de mettre un terme
à ce qu'on appelait un système de référencement. On présélectionne 3 ou 4 acteurs, et ces 3 ou 4 acteurs, je les mets en concurrence tous les ans, tous les 2 ans, parfois je ne les mets même pas en concurrence. Il y a véritablement une obligation en amont, avant même de recourir à l'accord cadre, de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, et d'avoir un minimum idée de la quantité de besoins qu'on aura. Bien. Et là-dessus, les travaux qui ont été en amont de l'adoption de l'ordonnance et du décret nous disent très clairement qu'aujourd'hui, l'administration, même si elle n'a pas l'obligation de savoir en amont combien elle aura de marchés subséquents, l'accord cadre, et je cite, ne saurait se contenter sommairement de fixer les besoins de l'administration, qui permettrait ensuite au pouvoir adjudicateur d'être complètement libre dans la fixation de ses exigences. Il y aurait ici clairement, et c'est écrit dans le texte, un détournement de procédure de ce qu'est désormais l'accord cadre. On ne peut pas faire un accord cadre sans savoir avant, évidemment pas dans l'entière précision ce qu'on va faire, mais sans avoir un minimum d'idée d'une part ce qu'on veut faire et combien de fois on y fera appel. Ce point-là est d'autant plus clair que le décret de 2016, initialement, ne contenait pas la référence au détournement de procédure. Ça, c'est un point qui est important. Le premier projet de décret ne contenait aucune référence à une possibilité de détourner la philosophie de l'accord cadre. C'est à la suite d'une seconde lecture au Conseil d'État que cette possibilité de sanctionner l'administration qui dévoierait le fonctionnement de l'accord cadre a été insérée dans le texte. Donc ce qui veut bien dire, et donc c'est suite à la lecture au Conseil d'État, ce qui veut bien dire qu'il y a une volonté de l'administration, mais également du juge administratif, de sanctionner ce qu'on appelait avant l'accord cadre référencement, c'est-à-dire je crée un pool de professionnels, libre à moi si je veux ou pas d'en faire appel un jour. Non. Aujourd'hui, il faut véritablement avoir une minimum idée du besoin qu'on aura. Bien. Et donc, et ça, c'est les différents articles de doctrine, ça je vous l'épargne parce que c'est assez compliqué, mais une majorité de la doctrine considère qu'un accord cadre de principe pourrait faire l'objet d'un recours de la part de professionnels du secteur, bon, du préfet c'est un peu plus illusoire, mais de professionnels du secteur, lorsque précisément il aurait été établi que l'administration n'avait à peu près aucune idée de ses besoins à venir et qu'elle a monté un accord cadre juste pour se préparer si d'aventure un jour elle devait avoir un besoin. Ça, c'est assez clair, puisque ça a été modifié en seconde lecture par le Conseil d'État. C'est assez clair qu'en principe, cela aujourd'hui dévoirait l'accord cadre tel qu'il a été conçu. Il faut bien, non pas avoir une culture d'entreprise, la question n'est évidemment pas là, mais quand même, avant de passer à un accord cadre, il y a un minimum d'obligation, d'intensité d'obligation qui pèse sur l'administration. C'est d'à peu près savoir ce que je veux faire et combien je veux en faire. Voilà. Donc aujourd'hui, à mon sens, c'est ça, cet outil qui est conféré à l'administration, mais aussi aux professionnels du secteur. C'est un outil qui, à mon sens, est assez dynamique. Un accord cadre avec des marchés subséquents, avec une garantie pour les professionnels du secteur, savoir à peu près combien de fois on aura appel à eux, et une garantie pour l'administration, c'est que si j'ai un besoin urgent, je peux m'appuyer sur cet accord cadre pour passer des marchés subséquents. Je vais ensuite vous laisser la parole pour le débat. J'aimerais juste vous citer 2 choses qui, à mon sens, peuvent être une illustration de ce que, malgré ces nouveaux outils qui sont conférés aussi bien à l'acheteur public qu'aux professionnels, il peut y encore avoir des difficultés. Ces difficultés, à mon sens, témoignent de ce qu'il peut y avoir des incompréhensions réciproques, des malentendus, entre ce que les professionnels pensent de l'administration et ce que l'administration pense des professionnels. J'ai une fois de plus menti, puisque c'est encore une fois là-dessus que je vais finir, sur les propos de la direction des affaires juridiques. Voilà ce que nous dit définitivement... Ils ne sont pas menteurs, bref. Ils sont professionnels. Alors je vous dis juste ce que vous dit la direction des affaires juridiques, ce qui à mon sens est assez sévère. Hein. Et donc c'est Bercy qui dit ça, ce qui prouve bien qu'il peut y avoir une incompréhension parfois dans ces accords cadres. Voilà ce qu'elle nous dit. Évidemment, ce sera à vous, professionnels de la communication, de rassurer les institutionnels ici présents. Bercy nous dit ceci: le caractère clos de l'accord cadre, qui institue une forme de centrale de référencement, ce qui n'est évidemment pas son objet, ça je précise, est potentiellement de nature à faire peser un risque sur la personne publique. Dans certains secteurs, le faible nombre de participants, dont il n'est parfois pas exclu qu'ils se connaissent, peut produire un effet cartel au détriment de l'acheteur public, contraint de réaliser les achats en cause parmi les membres de l'accord cadre. En pratique, dans les hypothèses où cela s'avère possible et pertinent, les acheteurs tenteront de limiter en amont, dès le sort de l'accord cadre, les risques d'inflation. Il y a donc, ça vient de Bercy, une peur que dans certains accords cadres, le petit monde professionnel en vase clos se dise allez, chacun son tour, nous 3 on met un prix complètement farfelu et toi tu marges à 50% par rapport à d'habitude, vu que tu seras de toute façon 3 fois moins cher que nous, c'est toi qui l'auras.
Voilà concrètement ce que nous dit l'administration avec le risque de l'accord cadre. À vous de rassurer évidemment les acheteurs publics présents. Mais qu'est-ce que nous disent aussi les avocats qui écrivent dans des revues juridiques en matière de contrat? Voilà ce que nous disent les avocats des professionnels du secteur sur ce qu'eux ressentent sur les comportements de l'acheteur public. Ils ne sont pas plus gentils. Il nous dit, nous travaillons avec eux et nous constatons le plus fréquemment une frilosité très forte des services de l'achat public. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause, alors là, si je citais vraiment, ça serait moins gentil, mais à mon avis, il est beaucoup trop méchant, lui. Il nous dit, il ne s'agit évidemment pas de me remettre en cause l'honnêteté des agents des services de la commande publique, mais, et là pour le coup je le cite intégralement, le quotidien d'un acheteur public est une machine à broyer la vigilance. C'est une machine à broyer la réflexion sur ses pratiques et la prise de distance qu'il convient de respecter avec un professionnel. L'accoutumance au contact avec les opérateurs et leurs sollicitations, la facilité de gestion, voire l'arrangement avec la procédure pour permettre de choisir de bonne foi un prestataire que l'on connaît et qui a toujours donné entière satisfaction, ou d'où le procédé apparaît génial et fait pour nous, peut conduire à une relativisation dangereuse des impératifs légaux et surtout l'impératif de remettre systématiquement en concurrence. Grosso modo, qu'est-ce que vous disent aussi les prestataires? C'est qu'il ne s'agit pas de dire que l'administration est malhonnête, il s'agit juste de dire que quel est le boulot d'un service d'achat public? C'est que les choses tournent. On a choisi un candidat il y a là 5, 6, 7 ans, ce candidat fait bien son boulot. C'est quelqu'un qui est un bon prestataire. Pourquoi est-ce que je prendrais le risque de prendre quelqu'un qui est un peu moins cher, mais qui ferait du mauvais boulot? Parce qu'après, les élus, c'est vers moi qui viennent. Voilà, j'ai des parents d'élèves qui se sont plaints, la cantine c'est moins bon, pourquoi? Avec lui, il n'y avait aucun problème. Bah, je l'ai pris parce qu'il était moins cher. Bon, il y a des critères, si quelqu'un est un peu moins cher, on peut, par le biais de critères, on fait remonter l'offre qui est un peu plus chère, voilà. C'est pas ici de la malhonnêteté, c'est l'impératif aussi pour l'agent de choisir un prestataire sur qui on a des bons retours. Eh bien, ce que signalent aussi les prestataires, c'est que cette volonté-là peut se faire au détriment de la concurrence et ça peut un petit peu désabusé les acteurs du marché. Bien. Voilà donc, à mon sens, quels peuvent être les thèmes du débat. En matière d'accord cadre, nécessité, à mon sens, juridique d'une part et professionnelle d'autre part, pour l'administration de prendre conscience des spécificités de la commande publique en matière de communication publique. Et ensuite, dialogue entre parties réciproques pour d'une part rassurer l'administration lorsqu'elle conclut un accord cadre et d'autre part pour les institutionnels de rassurer les secteurs en disant qu'évidemment la mise en concurrence loyale et sincère est une démarche qui évidemment guide systématiquement les services. Parce qu'évidemment ici personne ne doute, moi le premier, bien évidemment. Voilà.